C'est le tout premier numéro de l'année 2019. L'équipe du dimanche vous salue. Deux invités pour cette info, l'analyste politique Siaka Coulibaly et le député et porte-parole de l'Union pour le progrès et le changement UPC, Moussa Zerbo. Drame de Yirgou, crise des Huileries, célébration du soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Voici pour le sommaire, tout de suite, le journal du dimanche. Ils sont 80, ils ont l'expérience politique, ils ont été des responsables de l'ex-parti au pouvoir, le CDP. Leur sagesse, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboigo, en a besoin pour mieux conduire la barque. Nous parlons des membres du Haut Conseil du CDP qui a été installé donc hier. En octobre 2014, quand le CDP a perdu brutalement le pouvoir et ne sachant pas à quel sein se vouer, le Haut Conseil du parti a joué sa partition dans le redressement de la barque. La même dynamique a été constatée en 2015 quand l'ex-parti au pouvoir a été exclu des scrutins. Le Haut Conseil avait réussi à faire abandonner toute idée de boycott des élections. Et ce n'est pas tout. En 2018, il a également fait ses preuves. Le Haut Conseil s'est autosaisi également, a demandé à ce que l'on respecte strictement les statuts et les règlements intérieurs, ce qui nous a amené à convoquer les instances pour statuer sur l'intérim et qui a permis à ce que moi, Edi Komboigo, qui était en prison et qui était blanchi, je puisse retrouver la direction du parti et organiser un congrès au bout de 2 mois, congrès qui a connu un succès que vous savez tous. Le Haut Conseil est un organe très utile pour le parti. C'est pourquoi nous sommes venus officiellement les installer et nous comptons sur le Haut Conseil pour les orientations du parti. Ils ont l'avantage de nous raconter l'histoire du parti et nous avons l'obligation, avec eux, de montrer le chemin et l'avenir de nos jeunes et du parti. La nouvelle équipe du Haut Conseil, ce sont des caciques du parti de l'EPI et de la DABA. Ils sont anciens maires, ministres, députés et s'appellent entre autres Odila Bonkungu, Kumba Boli, Juliette Bonkungu, Luc Adolphe Tiao, Sungalo Ouattara, Parmanga Ernest Yonli. Composée d'environ 80 membres, l'équipe est chapeautée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Traoré. Il est conscient des défis qui l'attendent, mais minimise ce qui fait du bruit autour du parti ces derniers temps, c'est-à-dire le choix du candidat du parti pour la présidentielle de 2020. Non, c'est pas. Si vous êtes à l'intérieur du parti, vous verrez que ce n'est pas ça qui anime le parti. Ça anime les réseaux sociaux. Ça anime les réseaux sociaux, mais au sein du parti, ça ne nous anime pas. Ce n'est pas ça la question actuellement. La question actuellement, c'est vraiment de construire le parti. Quel que soit le candidat que vous avez, si le parti ne gagne pas, il gagne quoi? Il ne gagnera rien. C'est pour cette raison que l'essentiel, c'est le parti, la dynamique du parti, comme je l'ai dit. C'est ça le plus important. L'ambition est donc claire, dynamiser le parti pour les prochaines batailles électorales. Mais en attendant cette échéance, le Congrès pour la démocratie et le progrès participe à l'animation de la vie politique à travers des analyses. La dernière en date, c'est la condamnation des violences à Yirgou. Hommage a été rendu aux personnes tombées avant le début de la cérémonie d'installation du Haut Conseil du parti ce 5 janvier à Ouagadougou. Et donc de cette info, Siaka Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le CDP qui installe son Haut Conseil. Tout doucement, on a l'impression là que tout ce qu'on dit en dehors de ce parti n'est pas forcément la réalité. Vous avez entendu justement le président de ce Haut Conseil, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Traoré, qui estime que c'est sur les réseaux sociaux que des choses se disent, mais au sein du parti, visiblement, il y a la cohésion et tout se passe bien. Oui, on est obligé de considérer ce que le président du Haut Conseil du CDP dit, pour dire qu'à l'intérieur du parti, il y aurait la sérénité. Mais la question qui anime les réseaux sociaux, comme il dit, c'est une question très importante, celle du candidat que le parti va proposer, parce que l'opinion électrice est différente des structures du parti. Le parti à lui seul, avec les membres, ne peut pas certainement faire gagner le candidat. Il va falloir que d'autres personnes qui ne sont pas du parti décident que le candidat du CDP serait le meilleur pour redresser la barre au Burkina Faso à partir de 2020. Donc là-dessus,
l'opinion est bien intéressée de savoir comment se résout également cette question. C'est ce qui justifie qu'on débatte à l'extérieur du parti de ces questions-là. Même si l'intérieur, la structuration est bien faite, même si toutes les structures sont pourvues, il va falloir maintenant communiquer et convaincre le peuple pour expliquer que effectivement le parti est celui qui peut assurer donc les destinées de ces pays-là au mieux. En tout cas, on le voit, hein, on a eu l'impression qu'il y a cette nouvelle génération conduite par Eddy Komboyego qui serait face en désaccord avec les caciques. Mais là, c'est le bureau d'Eddy Komboyego, le président, qui réussit effectivement à réunir ces caciques autour donc, de ce haut conseil pour aider le parti à remporter les batailles électorales à venir. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut dire en réalité concernant le CDP, c'est que Eddy Komboyego est président d'un parti qui a une longue histoire. Donc, il y a des gens qui sont dans le parti depuis une vingtaine d'années, qui ont des habitudes, qui ont une façon de fonctionner, etc., etc. Même si Eddy Komboyego est de la nouvelle génération, il est bien obligé de tenir compte de ce qu'est le CDP réellement, avec sa consistance qui est faite donc de personnes qui militent dans ces partis depuis de longues années. C'est ce qui fait que, quelle que soit la dimension générationnelle du bureau d'Eddy Komboyego, ils ont bien été obligés de tenir compte donc de la structure réelle du parti qui est qu'il y a des personnes anciennes, des personnes qui ont assumé des responsabilités et qu'il faut les remettre en selle afin de mobiliser cette partie du parti, enfin, cette partie des militants qui se trouvent à l'intérieur du pays, mais qui ne reconnaît que ces anciens-là. Donc s'il veut mobiliser l'ensemble du parti et utiliser le parti comme un tremplin électoral pour les joutes à venir, Eddy Komboyego est bien obligé donc de travailler avec l'ancienne classe et de les mettre avec lui pour pouvoir atteindre les objectifs. Voilà. Tout de suite, retour sur Actu. C'est une semaine et un début d'année particulièrement macabre au Burkina Faso. 47 morts à Yirgou, dans le centre-nord. Tout est parti d'une attaque terroriste qui a causé la mort du chef du village et de membres de sa famille. S'en est suivi des représailles contre la communauté Peul de la localité. Lourd bilan donc de ces événements. 47 morts selon les chiffres officiels, des femmes et des enfants apeurés, sans abri. Le président du Faso était hier sur les lieux du drame. On l'écoute. Je voudrais dire que nous sommes venus ce matin à Yirgou pour de visu constater l'ampleur des dégâts aussi bien humains que matériels qui ont été commis dans ce village et des villages alentours appartenant à la commune de Barsalgo et à la commune de Arbinda. Comme vous-même vous l'avez constaté, la rencontre que nous avons eue avec les populations ce matin visait à dire que rien, absolument rien, ne peut justifier cette violence meurtrière. Le Burkina Faso est un seul peuple. Nous sommes unis. Et notre pire ennemi, c'est le terrorisme. Nous ne pouvons pas faire l'amalgame. Nous devons éviter la stigmatisation. C'est pour cela que nous avons demandé à l'ensemble des populations de mettre avant tout la sagesse, de manière à faire en sorte que l'ensemble des fils qui constituent donc les deux communes se retrouvent, se reparlent, vivent ensemble, je dirais, dans une certaine coexistence que nous avons depuis toujours connue depuis nos ancêtres. Nous avons répété ce que nos aïeux nous ont légué, nous devons continuer et le poursuivre. Nous ne devons pas semer la division à cause des ennemis entre, je dirais, les différentes populations qui constituent notre pays. Ce combat, je dirais, communautaire qui s'est mené ici
a été un combat dévastateur. Vous avez 47 morts, vous avez des populations qui vaguent et qui errent, je dirais, dans l'ensemble du village. Et nous avons pris l'engagement, et c'est ce qui est déjà fait, qu'il faut faire en sorte de pouvoir regrouper toutes ces personnes-là à Barsalgo afin de faciliter leur réinsertion dans leur milieu. L'occasion nous a été donnée également de visiter quelques maisons qui ont été brûlées, de rencontrer des populations qui sont revenues sur le site, que nous avons encouragées à rester. Je dois pouvoir dire que le message a été compris. Je voudrais inviter tous les Burkinabés sur l'ensemble du territoire à faire en sorte que de tels actes ne soient pas réitérés. Nous devons faire en sorte que force reste à la loi. Il est évident qu'aujourd'hui, la couverture générale de notre pays par les forces de défense et de sécurité peut poser problème. Mais d'ores et déjà, des dispositions ont été prises dans cette localité pour que la sécurité puisse être renforcée en faveur des populations, pour leur donner l'assurance qu'ils peuvent se réinstaller, pour leur donner l'assurance qu'ils peuvent recommencer à vivre ensemble et que nous devons nous dépasser pour pouvoir combattre l'ennemi qu'on a, que le terrorisme. Nous ne devons pas laisser le terrorisme créer entre nous des questions communautaires. Ce n'est pas juste. Et je voudrais lancer cet appel à tous les Burkinabés, partout où nous sommes. Nous devons veiller à ce que nous restions unis. Ce n'est que dans l'unité, malgré les difficultés que nous rencontrons, que nous aurons la victoire. Voilà ce que je voulais dire à l'attention de l'ensemble du peuple burkinabé, à l'attention des populations que nous venons de visiter ce matin, comme étant un message de paix, un message d'engagement toujours dans le combat contre le terrorisme. Je l'ai déjà dit, ça sera un combat de longue haleine. Et nous devons rester fermes. Parce que, comme nous aimons dire, la patrie ou la mort nous vaincront. C'est un engagement qui n'est pas simplement verbal. Et nous devons nous battre justement pour la patrie jusqu'à notre dernier souffle. Donc voilà un peu ce que je voulais passer comme message. Chaka Coulibaly, le message donc du président du Faso qui s'est rendu sur place, un message de cohésion, d'unité nationale, là dans un environnement où c'est le tissu social qui est quelque peu mis en difficulté. Il faudra recoller les morceaux et ce n'est pas évident. Effectivement, en allant à Yirgou, donc le chef de l'État, il faut le reconnaître, étant donc dans la liberté de penser, qu'il était tiraillé entre deux sortes de tensions. Hein. Il y avait la préservation des valeurs républicaines, la légalité, la justice, et puis il y a aussi les considérations électoralistes. Donc n'oublions pas que nous sommes en 2019, donc à quelques encablures de l'échéance de 2020. Donc le chef de l'État étant un homme politique... Est-ce que dans un contexte pareil, il faut penser aux... est bien obligé de tenir compte de cette dimension. Et on l'a vu, dans une logique républicaine, il aurait dû aller tout de suite dans la voie de demander que des arrestations soient opérées, que les coupables qui sont encore présents connaissent les rigueurs de la loi. Malheureusement, on a vu dans certaines vidéos, certainement celles que vous n'avez pas ici, où, pendant sa rencontre avec les populations, les Korlego venaient avec les armes à la main à cette rencontre-là, ce qui dénote qu'ils n'étaient pas du tout inquiétés de ce qui venait de se dérouler et qui relève quand même des crimes au sens du code pénal. Donc, qui aurait dû peut-être les amener à ne pas être encore... arrogants et être présents à ce niveau. Mais ils sont venus à la rencontre et on a vu même des personnalités parlementer avec eux afin d'éviter qu'ils ne fassent des perturbations. Donc, je crois qu'ils ont été interpellés sur ces armes-là. Voilà. Justement, donc ça pose un problème de dire, est-ce que l'État applique réellement les règles de la légalité face à toutes les situations? Est-ce qu'ici, il n'y a pas une sorte de complaisance vis-à-vis de certaines catégories de population, notamment ces Koroloego, qui pourraient être soutenus par les populations de la localité, du groupe ethnique Moussi, donc.
Et là, je crois que le chef de l'État avait ces tiraillements entre ces deux valeurs et que malheureusement, il va en prendre un coup de toute façon parce que s'il demande, c'est vrai que ce n'est pas lui qui anime la justice en République, mais s'il demande par exemple les arrestations massives, il va se mettre à dos cette population du point de vue électoral. Mais s'il ne le fait pas non plus, il se retrouve... En tant que chef d'État, voilà, on est obligé de prendre des décisions pour préserver la nation. C'est ça. Sa posture ici peut aussi jouer sur la suite des événements. C'est-à-dire que si le système judiciaire, le procureur et les gendarmes ont senti qu'il n'y avait pas la fermeté dans un certain sens, ils pourraient être amenés à aménager la chose de sorte que, au fin du compte, on se retrouve dans une situation d'impunité, ce qui va avoir d'autres conséquences. Les conséquences peuvent se retrouver à deux niveaux. D'abord, au niveau de la cohésion nationale. Vous savez qu'il y a plusieurs groupes ethniques et culturels au Burkina Faso, et il y a beaucoup de minorités qui ont besoin, dans le contexte où on se trouve, d'avoir le sentiment que l'État s'occupe de lui en tant que citoyen du Burkina Faso et qu'il n'y a pas de privilèges lorsque ses droits sont touchés. Et ces messages-là, le chef de l'État aurait dû l'analyser et parler en fonction donc de tout cela. Qu'est-ce que les autres minorités vont penser de la manière dont Yirgou est traité par les instances républicaines? Le deuxième enjeu, c'est celui du terrorisme. Moi, je crois que réellement, Yirgou a été un piège tendu par les terroristes dans lequel les autorités semblent être tombées. Je m'explique. Jusqu'à présent, les terroristes ont toujours dit aux populations « nous ne nous occupons pas de vous, nous attaquons seulement les FDS ». Et c'est bien ce qu'on a constaté, hormis quelques cas où ils estiment que ces personnes-là ont donné des renseignements, etc. Généralement, ils ne s'en prennent pas aux populations. Supposons qu'ils soient arrivés à une phase où ils ont besoin de rentrer dans ces niveaux du terrorisme. Il leur faut un prétexte. Le prétexte ici serait tout trouvé, c'est de dire les Peuls ont été massacrés, nous allons les venger. Donc, sur le territoire, vous savez qu'il y a une dispersion donc, de la population. Le groupe Moussi est le plus grand groupe, mais c'est aussi le groupe le plus dispersé. Jusqu'à Nyangologo, dans les tréfonds, jusqu'à la frontière, vous trouverez ces individus-là qui sont en train de s'intégrer, qui arrivent à d'où la nécessité très rapidement de prendre des mesures fortes pour préserver cette cohésion, ce vivre ensemble entre les différentes communautés. C'est très important. C'est pour ça que il faut réfléchir solution très rapidement et c'est urgent. Je crois que cette partie n'a pas tellement été considérée par le chef de l'État tout de suite. Peut-être que du fait de l'urgence de la situation, les réflexions n'ont pas porté sur tous ces aspects-là. Mais très certainement, il va falloir donc que ces cellules se mettent en branle et analysent toutes les dimensions qui découlent de ce qui s'est passé à Yirgou, sur la cohésion nationale, sur la paix, mais aussi sur la sécurité et surtout sur l'action des groupes terroristes. Aborder désormais la question terroriste sous l'angle aussi de la cohésion sociale. Exactement. Exactement, parce que les terroristes peuvent donc prendre prétexte, comme je l'ai dit tantôt, de ce qui s'est passé à Yirgou, pour mener des opérations sur une catégorie qui jusque-là n'était pas concernée, et cela va être dévastateur. Et on le sait aussi, jusque-là, c'est du côté où les populations penchent dans un conflit entre les FDS, les forces légales et les terroristes, c'est du côté où les populations penchent que se dégage le vainqueur. Notamment, la collaboration des populations pour indiquer qui sont donc les terroristes, où est-ce qu'ils sont, comment ils se déplacent, c'est capital pour la réussite de la lutte antiterroriste. C'est important qu'on travaille à ce que l'ensemble des populations puissent contribuer justement dans le il faut craindre que les terroristes n'arrivent à convaincre donc les autres groupes minoritaires qu'ils sont seuls capables de les protéger contre les exactions de l'État. Parce qu'il faut vous rappeler la question dont l'affaire des Korologo est gérée depuis le départ. L'État n'a jamais été capable de prendre une position non seulement claire, mais même ferme, conformément à la légalité. Est-ce que là, c'est une occasion, peut-être pour l'État, de régler définitivement cette question des Korologo? Ils auraient dû. Maintenant, on peut leur concéder que l'urgence n'a pas permis d'aborder la question.
étant donné que le chef de l'État, en communiquant, est bien obligé de tenir compte de plusieurs considérations. Mais il faut également que dans un très bref futur, on puisse régler cette question de corps légaux, c'est-à-dire des groupes illégaux qui n'ont pas donc de documents de reconnaissance avec l'État, qui agissent en parfaite illégalité parce qu'ils arrêtent des soi-disant délinquants, ils leur font des tortures, ils extorquent de l'argent avec ces gens-là sous prétexte qu'ils ont été reconnus coupables après donc la torture, etc., etc. Donc il y a suffisamment de titres de légalité pour s'occuper de la question des corps légaux. Si cela n'est pas fait, c'est un message qui va être donné aux autres groupes. Si vous prenez dans le Grand Sahel, vous avez cette alliance pour le salut du Sahel, ASS, qui n'a aucune différence avec les corps légaux. C'est exactement les mêmes thèmes. Ils disent qu'ils vont défendre les populations du Sahel. Donc, si on considère que les corps légaux sont importants parce que l'État est défaillant, n'arrive pas à assumer toute la sécurité, pourquoi d'autres groupes ne pourraient pas le faire? Donc là, on va se retrouver face à une situation où l'État, devant ses responsabilités régaliennes, n'arrive pas à assumer la sécurité, aussi bien dans les endroits où les corps légaux le font, mais peut-être aussi dans d'autres régions. Ça repose aussi effectivement cette question de la faillite peut-être de l'État dans la sécurisation de l'ensemble du territoire. Ça reste un gros souci. Oui, bien sûr. Cette question, de toute façon, on l'a bien précisé. Et l'état d'urgence qui vient d'être adopté peut améliorer la situation sécuritaire, mais il peut aussi compliquer cette situation. Parce que, en prenant les mesures d'état d'urgence, la mesure d'état d'urgence sur certaines zones, l'État sera obligé de concentrer des forces dans ces zones-là afin que l'état d'urgence soit une effectivité. Qu'on ne puisse pas circuler comme on veut, qu'on puisse interpeller n'importe comment, qu'on puisse être effectif sur le terrain. Donc, en concentrant les forces, ça veut dire que d'autres zones peuvent ne pas être bien sauvegardées et qui pourraient être la cible donc, de ces groupes terroristes-là. Et ça va être un autre problème. Merci Siaka Coulibaly. Merci à vous. Cette info ce soir, 48 heures après les événements, une de nos équipes s'est rendue sur place. Voici le constat. Yirgou, village de la commune rurale de Barsalgo, dans la région du centre-nord, à 102 km de Kaya et de 102 km de Ouagadougou. Dès l'entrée des Korlego nous escortent, la population est en alerte maximum depuis l'assassinat de 6 habitants du village. Réunis devant la cour du chef, quelques témoins encore sous le choc reviennent sur le drame de leur nouvel an. Nous étions avec le chef ce matin, quand des hommes de peau blanche par la morée sont arrivés et nous ont encerclés. Ils ont demandé après le chef. Il s'est montré et ils l'ont ligoté et abattu sous nos yeux. Nous les gardions impuissants. Après, ils ont tué les frères du chef et ses 2 enfants. C'est triste ce qu'on a enduré. Les tombes des 6 sont juste derrière. Le chef du village, Kouka Sawargo, son frère et ses 2 fils sont enterrés côte à côte, un peu plus loin de Korluego. Ces douilles seraient celles des balles assassines des individus armés. Après ce forfait matinal du 1er janvier, les Korluego prennent le relais. Quand ça s'est passé là, et ils ont rassemblé les gens de gauche à droite et arrivé quand ils ont fini leur travail et ils ont combattu jusqu'à ce que les ont dit qu'ils sont à quelque part là, on va partir là-bas voir jusqu'à le coucher du soleil. Rien ne s'est passé. Au total, c'est 6 personnes on a tué. Il y a 2 du Korluego et 4 personnes qui ne sont pas du Korluego. Mais hier, ils ont dit qu'ils sont vers le Sahel. Est-ce qu'ils se sont organisés pour venir attaquer le village? Mais rien ne s'est passé.
Selon le gouvernement, des exactions de groupes armés auraient causé la mort de 46 personnes. Mais le porte-parole des Kogolego parle d'une situation qui nécessitait qu'ils partent au plus urgent. Est-ce cela tué chez la communauté voisine? Ils ne diront rien sur ces crimes. Ce qui est sûr, les premiers suspects sont les voisins éleveurs qui auraient hébergé les terroristes. Résultat, plus aucun hameau d'éleveurs dans les environs ne contient un homme. Certains sont tués, d'autres, les plus chanceux, ont pris la fuite. Voici ce qui reste de ces hameaux, cendres, femmes et enfants traumatisés. Beaucoup prirent la fuite à notre arrivée. Nous avons tout perdu ici. Il ne reste plus un seul homme dans ce village. Ils sont venus, ils ont tout brûlé. Nous avons très peur et nous ne savons pas où aller. Ce 3 janvier, la situation s'est un peu calmée avec de fortes patrouilles des Kogolego. Gendarmes et policiers étaient également en nombre dans les environs. Quelques forces de défense et de sécurité s'attelaient à l'enlèvement des corps. En tout cas, Dieu merci, à l'heure que nous parlons, la situation est un peu calme. Et les représailles se sont arrêtées depuis le 2 dans la soirée. Et donc, pour le moment, nous sommes en train de compter les victimes. Voilà, donc la situation est calme sur le terrain puisque les FDF ont pris le contrôle de la situation et ils sont sur le terrain. Aujourd'hui, nous n'avons pas une idée exacte parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, on vient de communiquer à peine 10 minutes. Ils sont en train d'aller sur un site là où apparemment il y a des cadavres qui gisent toujours au sol et ils sont partis pour constater. Ce sont des actes terroristes qui ont amené cette situation d'affrontement entre populations. Un comité de crise serait formé, nous confie le maire de Barsalgo. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est de prendre en charge les communautés qui sont en mouvement, ou les orphelins, les veuves qui sont en détresse et qui ne savent où aller. En outre, par rapport à la situation même du terrain, nous croyons qu'il est très important pour nous qu'il y ait j'allais dire une réforme. On va certainement organiser le cadre de concertation communale. Le premier qui a été abattu devant sa famille est le chef du village, guérisseur et conseiller municipal, époux de 13 femmes et père de plusieurs enfants. Les 6 victimes, côté agriculteurs, ont fait au total 29 veuves et de nombreux orphelins. Mais à Yirigou, tous vivent dans la terreur puisque les populations ne savent pas quand est-ce que les présumés terroristes vont revenir, tandis que femmes et enfants dans les hameaux scrutent l'horizon, espérant du fond du cœur que leurs époux ou pères sont toujours vivants. Voilà, situation dramatique dans la localité. Deuxième invité de cette info, Moussa Zerbo, député porte-parole de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Avec vous, nous parlons justement des huileries dans la ville de Bobo-Dioulasso. Mais avant, sur ce sujet-là, Yirigou, c'est là, comme on l'a dit encore une fois, la cohésion sociale qui est mise à mal. Et chaque acteur, chaque leader est appelé à jouer sa partition pour recoller les morceaux. Bien, merci. Absolument, parce que vous me permettrez, avant tout propos, de m'incliner devant la mémoire de ces personnes qui ont perdu la vie à cause des... je l'ai dit, c'est une bêtise humaine. À la limite, c'est comme ça on peut qualifier. Donc, au nom du président Zéphirin Diabré, du bureau politique national de l'UPC, et l'ensemble des militantes et militants, je voudrais présenter nos sincères condoléances aux familles des disparus. Et comme vous l'avez dit, c'est la cohésion qui est mise à mal. Ici, on ne pourrait même pas parler d'affrontement, c'est un carnage. Affrontement communautaire, on pourrait comprendre que c'est des communautés qui ne se sont pas comprises et qui se seraient mis face à face. Mais face à une telle situation, vous l'aurez constaté, c'est juste que des gens se donnent le loisir de régner comme si on était dans un état de non-droit. C'est ce qui nous est donné à constater. Et c'est triste, c'est déplorable. On aurait pu nous attendre à des déclarations fortes, à des signaux forts
pour dire plus jamais ça chez nous au Burkina Faso. Le président du Faso, effectivement, a fait cette sortie, cette déclaration. Ça ne vous convainc pas, son discours, une sortie, qui se veut un discours d'apaisement? Non, je dis absolument c'est un discours qui est totalement raté. Parce qu'il aurait fallu mettre chaque acteur devant sa responsabilité. Regardez la délégation gouvernementale même qui s'est rendue sur les lieux. Ni ministre de la Défense, ni ministre de la Sécurité, ni ministre de la Justice. Alors qu'on est véritablement dans une situation où la justice a son mot à dire. Il faut punir qui de droit, il faut sanctionner avec la dernière énergie pour que plus jamais cela n'arrive chez nous. Il n'y a pas eu de langage de fermeté. Une enquête est ouverte. Une enquête est ouverte, c'est très bien. Mais il aurait fallu justement que dans l'adresse, qu'on sente véritablement cela. Que ce soit sur le terrain ou que ce soit à l'adresse à la nation, il aurait fallu que nous sentons véritablement un président de la République. Vous n'avez pas senti le père de famille est prêt à protéger? On n'a pas senti, même sur le terrain, l'approche qu'on aurait sentie en allant vers les victimes, on devrait sentir de la compassion. Et cette compassion, même dans les salutations à l'endroit des victimes, devrait se sentir. On n'a pas senti cela. On n'a pas du tout senti un chef de l'État qui avait pour souci vraiment d'apporter une réponse à une situation aussi grave que vient de connaître notre pays. Mais là, on vous reproche aussi de faire de la récupération politique dans une affaire... Mais pas du tout, pas du tout. Aucune récupération politique. C'est au vu au-dessus de tout le monde. Comment en est-on arrivé là? Et sur le terrain, ce qui nous est donné à constater, qu'est-ce qui se passe véritablement? C'est cette force d'autodéfense qui règne à maître absolu sur le terrain, dans un état de droit. Vous voyez, ça dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit reprocher et qu'on doit nécessairement se retrouver et corriger si nous voulons la cohésion au plan national. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que là, il y a le terrorisme, mais là, c'est un autre front qui est en train de s'ouvrir. C'est un autre front qui est en train de s'ouvrir. Qui peut être plus dangereux. Très dangereux à la limite, parce que ici, c'est une communauté qui a été ciblée. Et il faut justement qu'il y ait très rapidement justice et qu'il y ait sanction à la hauteur de la barbarie que ces communautés ont subie. Et qu'il y ait vraiment un retour à la sérénité, qu'on puisse assister ces populations. Vous voyez ces femmes et ces enfants, dans quel état ils sont? Vous imaginez qu'on puisse égorger votre père ou votre époux sous vos yeux? Vous imaginez le sentiment que cela donne? Mais il faut nécessairement qu'il y ait des réparations, il faut qu'il y ait des sanctions à la hauteur pour dissuader toute personne qui serait tentée de poser de tels actes. Je pense que s'il n'y a pas un geste fort, si ça passe sous silence, ce serait très dangereux pour notre vivre ensemble au Burkina Faso. La justice pour vous, ça commence par là? Ça commence par là. D'accord. La suite de cette info, l'actualité cette semaine, c'est également la célébration du soulèvement populaire du 3 janvier 1966, un soulèvement qui a emporté le président Maurice Yameogo. Les travailleurs s'en souviennent et pensent que la situation actuelle a des similitudes avec la politique d'austérité de l'époque. En 1966, la loi de finances fait un rabattement de 20% sur les salaires et réduit de moitié les allocations familiales. Celle de 2019 se caractérise par l'imposition de nouvelles taxes sur les produits de première nécessité et la remise en cause de certains avantages, notamment la suppression du fonds commun. L'ère Maurice Yameogo était aussi marquée par la vie chère. 2019 ne fait pas exception avec l'augmentation du prix des hydrocarbures. Il y avait aussi restriction des libertés syndicales en 1966 à travers l'interdiction de tout regroupement des organisations syndicales. 53 ans plus tard, les mêmes pratiques s'illustrent par l'interdiction des sit-ins et la criminalisation de l'insurrection populaire. Alors, pour l'unité d'action syndicale, les mêmes germes du soulèvement populaire du 3 janvier 1966 sont perceptibles sous le régime de Roch Marc Christian Kaboré. Occasion pour les leaders syndicaux de revenir sur la trêve souhaitée par le chef de l'État dans son discours de Nouvel An. Il y a cette réaction du secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina. Cette trêve ne se fera qu'à des conditions que Roch Marc Christian Kaboré et ses hommes acceptent de faire des sacrifices. Bassol Mabazié exige pour ce faire la suppression de certaines institutions jugées inutiles et budgétivores. On l'écoute.
Il appelle à une trêve. La trêve, la solution se trouve dans sa main. Si par exemple d'ici la fin du mois de janvier, il prend un décret pour dire que toutes les institutions dont je viens de citer, il n'y en a plus. Il prend un décret pour dire qu'il n'y a plus de hauts représentants de chef de l'État. Il prend un décret pour dire qu'il n'y a plus de ministres d'État auprès de la présidence qui touchent un salaire inutile. S'il prend aussi un décret pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout ministre qui fait des investissements qui doivent dépasser ce qu'il a officiellement, on doit instruire l'autorité supérieure de contrôle d'État d'investiguer. Et tous les rapports doivent être mis en œuvre. Tous ceux qui doivent à l'État doivent payer. Le budget de l'Assemblée nationale qui s'est multiplié par 2, on doit le ramener à sa juste valeur. On ne peut pas venir, les Blaise utilisaient 8 milliards par an, on vient, on multiplie ça pratiquement par 2, et le premier responsable de l'Assemblée se promène, c'est des dons, des aumônes d'1 million, de 2 millions passés par là. Il gagne cet argent où? Donc, il faut qu'il y ait une direction claire de notre pays. Il faut qu'il y ait une gouvernance vertueuse. C'est ça qui va nous permettre d'aller vers une trêve sociale. Mais de toute façon, les moustiques, quand ça arrive devant ta porte, les moustiques ne disent pas que le président a demandé trêve sociale, donc ils évitent de te piquer. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici, qui a dit à sa mobilette, il n'y a pas d'essence dedans, et qui a dit à la mobilette, le chef de l'État a dit, on est en trêve sociale, donc la mobilette va accepter de démarrer. Il y en a eu, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu quelqu'un à midi qui va dire, comme le chef de l'État s'apprête à décréter trêve sociale, bon, même si je ne mange pas, alors je n'aurais plus fait. Donc sur cette base, il faut qu'on se dise la vérité. Nous faisons ce que nous devrions faire, et chaque acteur doit faire ce qu'il doit faire. Voilà pourquoi j'interpelle, que ce soit les responsables religieux, les responsables politiques, les responsables coutumiers, quand ils se rangent du côté du pouvoir pour faire signer des accords, il faut faire en sorte à ce que la parole donnée soit respectée. Sinon, nous allons être tous responsables demain des déviations que nous sommes en train d'impacter dans notre pays. Voilà. Moussa Zerbo, c'est aussi là une question qui est posée. La trêve sociale demandée par le chef de l'État, immédiatement rejetée par les organisations syndicales qui parlent de préalable, notamment la suppression d'institutions budgétivores, comme le haut représentant du chef de l'État et bien d'autres institutions. Mais s'il y a aussi on dénonce aussi l'augmentation du budget de l'Assemblée nationale. Vous êtes député, justement. Bien, merci. Ce que Bassolma Bazié vient de dire, j'adhère pleinement à sa vision. Parce que, comme vous l'avez suivi, nous avons toujours dénoncé l'existence de certaines institutions, et notamment la création de certaines fonctions qui, à notre avis, ne sont que des récompenses politiques à l'endroit de certaines personnes qui se sont impliquées d'une manière ou d'une autre pour en tout cas accompagner le pouvoir du MPP aujourd'hui là où ils sont. Et parlant effectivement de la gouvernance vertueuse, au niveau de l'Union pour le progrès et le changement, nous avons toujours dénoncé cela, qu'il faut qu'au plus haut sommet de l'État, que l'exemple soit donné. Si il est demandé aux citoyens lambda de serrer la ceinture, il faut effectivement qu'à tous les niveaux, on puisse serrer la ceinture également. Mais ce qui nous est donné de constater, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comme il l'a bien dit, moi je me retrouve parfaitement dans ce qu'il a dit. Demander une trêve sociale demande quand même un certain nombre de préalables. Et ces préalables, c'est quoi? C'est de revoir effectivement le train de vie de l'État, de revoir le train de vie aussi bien à l'Assemblée nationale, je le dis. C'est vrai qu'on a réduit, les députés ont consenti des efforts sur le salaire dès le début donc, de la législature. Mais en même temps, on est surpris de savoir que le budget de l'Assemblée explose en quelques années. Bien, ce que vous dites, je pense que pour ma part, chacun va rester dans le domaine qui est pour lui. Et pour ma part, quand il s'agit d'un budget, je pense que ce soit au niveau du ministère des Finances, ils pourront expliquer quels sont les éléments qui ont été greffés à ce budget pour qu'on en arrive là. Sinon, il ne s'agit aucunement d'une augmentation des émoluments des députés, ni rien. Ça, comme vous l'avez dit, pas du tout, pas du tout. Nous avons consenti le rabattement des 19%. L'UTS qui n'a jamais été appliqué est appliqué actuellement sur nos bulletins. Et comme vous l'avez suivi aussi, quand il s'agit de consentir des efforts aussi pour accompagner le développement, nous le faisons. Notamment, chaque député a consenti, par exemple, 1 million
pour pouvoir soutenir nos forces de défense et de sécurité sur les émoluments. Donc, quant à la question du budget, je pense peut-être que ça va ailleurs alors. Bon, ça, je ne saurais le dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à ce niveau, il revient à l'ordonnateur du budget et tous ceux qui s'occupent des questions budgétaires de pouvoir justement donner des éclairages par rapport à cette augmentation du budget. Et comme je le dis, vous, par exemple, au niveau de BF1, vous n'allez pas aller attraper un rédacteur en chef pour lui demander exactement les questions financières de la maison. Il lui serait difficile de vous donner des éclairages. Et je pense qu'en tant que média, vous pourrez approcher éventuellement les questions financières, les finances au niveau de l'Assemblée ou la présidence pour avoir de plus amples informations. Sinon, là où je suis, il me serait très difficile de pouvoir vous donner des éléments qui justifient ou bien en tout cas qui incriminent l'augmentation de ce budget. Toujours est-il que dans cette dynamique d'austérité, le citoyen veut voir l'exemplarité déjà à travers effectivement la réduction de train de vie de l'État. Ça reste une grosse question, on en parle, mais le citoyen a l'impression que jusque-là, le train de vie de l'État, à ce niveau, il n'y a pas assez d'efforts. C'est vrai que pour son message du Nouvel An, le président de Faso est revenu sur cette affaire et il a donné instruction de faire en sorte justement que ce soit le gouvernement, que ce soit les institutions, il y ait effectivement un effort à ce niveau. C'est tout à fait juste. Parce que comme on le dit, on ne peut pas sortir d'une insurrection et continuer de vivre comme si de rien n'avait été de par le passé. Il faut le reconnaître. Et ce n'est pas aujourd'hui que la question de la réduction du train de vie de l'État a été évoquée. Nous avons tantôt dénoncé sur ce même plateau quand il s'est agi d'acquérir des véhicules et tout autre au détriment des besoins pressants des populations qui étaient là. Nous en avons parlé. On a discuté de cela longuement. Mais des justifications ont été données pour nous dire que c'était un besoin urgent. Donc, autant d'éléments et des rapports viennent nous confirmer également qu'il y a problème dans la gestion du pays. Le dernier rapport qui a été remis, je crois que c'était le 4. L'ASE, on en parle dans un instant. Voilà donc, qui a été remis le 4, a relevé à quel niveau se trouvaient les failles. Les questions de fraude, les questions de passation des comptes qui ne sont pas bien tenus. Bon, autant de choses que je pense qu'il faut... C'est peut-être là qu'il faut trouver les ressources. Il faut trouver les ressources plutôt que d'en rajouter au niveau des taxes. Oui, il fallait aller chercher là-bas, puisque ceux qui doivent à l'État sont connus. Ça, c'est un. Et de deux, la gestion saine des finances pourrait nous permettre d'éviter justement qu'on puisse nous rabattre sur la population. Je ne suis pas économiste, mais ce que je sais de l'économie, lorsqu'il y a des difficultés, ces difficultés-là doivent être jugulées à un autre niveau et non pas répercutées sur la population. Nous le disons d'autant plus que lorsqu'il s'agit d'augmentation, par exemple, vous prenez pour le cas du carburant. Le carburant a augmenté, mais dans toute la chaîne, personne ne perd sauf le consommateur final. Ça devrait être le contraire. L'État devrait trouver un mécanisme de sorte que le consommateur final ne puisse pas connaître, en tout cas, des difficultés. Ça ne devrait pas augmenter, lui, à son niveau. Mais c'est quelqu'un qui devait perdre à quelque part. Voilà, merci. Venons-en maintenant à cette agonie dans le secteur des huileries alimentaires à Bobo Dioulasso. Des milliers de bidons invendus, des centaines d'emplois menacés. On évoque la concurrence déloyale des huiles importées et le poids des taxes. L'État a promis des mesures, mais qui tardent visiblement à prendre forme sur le terrain. Ces 3 cuves de la Sofib Huilerie ont une capacité de 250 tonnes chacune. Cela fait quelque temps que leurs contenus n'ont pas bougé du fait de la mévente constatée dans le secteur de l'huilerie. Le secteur fait face à la concurrence déloyale d'importateurs qui écoulent leurs produits à des prix imbattables, autour de 8 000 francs CFA le bidon de 20 litres, contre 13 500 pour les huiles locales. Depuis mai 2018, le constat dans les entrepôts de la Sofib est tout aussi amer. 48 000 bidons invendus, une valeur de plus de 600 millions de francs CFA. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à écouler notre stock. Ça équivaut à une valeur monétaire de 648 millions. Et si rien n'est fait, ce n'est pas du tout intéressant.
Il y a une soixantaine d'emplois permanents et plus de 120 emplois temporaires qui sont menacés. À l'huilerie Nakam, environ 28 000 bidons dorment dans les entrepôts et cela représente plus de 350 millions de nos francs. Des promesses avaient été faites à ces huiliers afin de leur permettre d'écouler leur production. Jusque-là, la matérialisation se fait à dos. Aujourd'hui, les huiliers demandent à l'État de supprimer la TVA sur la graine pour leur permettre de rester compétitifs. Puisque si, par exemple, moi, je suis en train de vendre mon huile aujourd'hui à 11 000, quand vous prenez 18% de 11 000, c'est comme si je vends mon huile à 8 500. Mais je ne peux pas vendre à 8 500, alors autrement dit, il faut que je paye les taxes aux impôts. L'État peut faire quelque chose de façon conjoncturelle. Comme ils ont supprimé la TVA sur, comment dirais-je, les tourteaux, ils peuvent supprimer la TVA sur l'huile. Ça veut dire que ça revient à dire que de supprimer la TVA sur la graine, même si c'est de façon temporaire, pour nous permettre de vendre les stocks invendus et peut-être restaurer après. Cette huilerie est l'une des dernières nées du secteur. À peine une année qu'elle est fonctionnelle et déjà elle est sur la corde raide. Ces machines sont aux arrêts et ces entrepôts sont pleins de bidons invendus. Ici, ce sont plus de 60 salariés à temps plein qu'il faut encore bichonner et de nombreux travailleurs saisonniers qui se trouvent dans le creux de la vague. Depuis le début de la campagne, on n'a pratiquement pas vendu. Depuis le début de la campagne 2017-2018. Il y a au moins 60 personnes qui travaillent ici, une soixantaine de personnes qui travaillent de façon directe ici. Et de façon indirecte, ça fait quand même une centaine. Donc on ne peut pas fermer les portes. Vous voyez, actuellement, nous ne sommes pas en train de travailler. Mais on ne peut pas fermer les portes et puis ne pas les payer par mois parce qu'ils ont des familles aussi à nourrir, tout et tout. Donc voilà, maintenant c'est devenu le sociable. La SN Citec est la doyenne des huileries de Bobo-Dioulasso. La mévente n'a que faire du droit d'aînesse. Elle a aussi pris ses quartiers chez cette pionnière du secteur. De nombreux bidons ont déjà été empaquetés, prêts à être commercialisés. Malheureusement, ils ne pourront pas encore quitter les palettes. Les travaux, puisque depuis qu'on a commencé le début d'année, on n'a pas pu vendre même pas un seul bidon. Le député Moussa Zerbo est très engagé pour que ce secteur pourvoyeur d'emploi et de devises puisse redécoller. Il exhorte le gouvernement au respect de ses engagements pour la préservation de ses industries. Je sais que le Premier ministre a pris l'engagement ferme de faire en sorte que dans nos administrations, nos cantines scolaires et j'en passe doivent consommer les huiles qui sont produites chez nous. Et lorsque nous constatons que ces propos-là ne sont pas suivis d'action, il y a lieu vraiment de l'interpeller et interpeller le ministre du Commerce pour qu'il puisse tenir parole par rapport à ce qu'il a dit. Les huileries de Bobo-Dioulasso vont mal, elles agonisent sur le lit de l'incertitude. Le temps presse, il faut lui administrer les bons soins si l'on souhaite encore qu'elle sorte de cet état comateux pour participer au développement du pays. Moussa Zerbo, là, effectivement, on vous a vu engagé auprès donc, de ces industriels par rapport à la défense de ces huileries locales qui devraient faire la fierté de Bobo-Dioulasso, cette ville qui vous est chère. C'est un engagement aussi dans le programme présidentiel, relancer l'économie de cette ville, connue en fait, effectivement pour ses unités qui créent des emplois. Mais là, la menace est réelle. L'État a promis d'aider le secteur, mais qu'est-ce qui se passe jusque-là? Bien, comme vous l'avez suivi dans le reportage, je suis revenu là-dessus à plusieurs reprises. Lorsque vous prenez le secteur de l'huilerie, ça ce n'est qu'un segment qu'on prend. Vous avez constaté 45 000 bidons d'huile par-ci, des tonnes d'huile par-là, et ça ne sort pas. À terme, qu'est-ce que cela représente? C'est des industriels. On a dit encourager et soutenir le secteur privé. Voilà des promoteurs qui ont pris l'engagement, ils emploient des personnes. Et aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de pouvoir gérer ce personnel. D'un, la mévente a beaucoup de conséquences. Les pertes d'emploi et ces industriels qui ont contracté des prêts auprès des institutions financières. Aujourd'hui, se trouvent en difficulté, ils ne peuvent plus aller vers ces institutions financières parce qu'ils ne sont plus solvables. Ils n'ont pas pu payer ce qu'ils devaient payer. Et aussi,
Le chômage a pour conséquence quoi? Quand on dit qu'on est venu au pouvoir pour relancer l'économie d'une région donnée ou de la capitale économique, ce n'est pas de cette façon. Il ne faut pas laisser les industries mourir. Les industries sont en train de mourir, je vous dis malheureusement, à Bobo-Dioulasso. Et ce que vous venez de voir, c'est des cris de cœur d'industriels et des familles qui vont en pâtir. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et ils sont taxés à l'achat de la graine. Ils payent les TVA. Pour vendre l'huile, ils payent encore, ils doivent intégrer la TVA. Et en retour, le produit qui devrait leur permettre de pouvoir compenser, c'est le tourteau, n'est pas taxé, l'État a enlevé les taxes dessus. Et comme les promoteurs l'ont dit, il suffit seulement qu'on supprime soit la TVA sur les graines pour leur permettre de pouvoir compétir sur le marché. À côté de cela, c'est la concurrence déloyale. Déloyale, justement, avec ces fraudes de mauvaise qualité surtout. De très mauvaise qualité. Ce qui est important et qu'il faut signaler, pendant la tournée dans les différentes unités industrielles d'huilerie à Bobo, personnellement, j'ai insisté sur un fait. J'ai dit, est-ce que vos huiles sont de bonne qualité? Je vous assure qu'ils ont tous les documents du laboratoire national. Les huiles sont testées et de très bonne qualité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces huiles qui rentrent frauduleusement sur la place du marché. Ils ne payent ni TVA, c'est une perte énorme pour l'État. Ils ne payent ni TVA, ni douane, et la qualité de l'huile n'est pas testée. Conséquence, c'est des maladies cardiovasculaires que nous connaissons aujourd'hui. Des maladies à n'en pas fini, dont on ne peut même pas déterminer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des rencontres il n'y a pas très longtemps où effectivement le gouvernement s'est engagé à accompagner ses promoteurs. Mieux, je vous dis que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, pour juguler, ils ont eu ce même problème que le Burkina. Ils ont pris des mesures courageuses pour interdire l'importation des huiles sur leur sol, jusqu'à épuisement de l'huile nationale, ce qui a fonctionné très bien. Mais chez nous, pendant que le gouvernement s'était engagé justement à payer les huiles pour les cantines scolaires et les grandes écoles. Et j'ai été surpris. C'est à la suite de ça, justement, que la sortie a eu lieu sur le terrain. Lorsque le ministre du Commerce a dit que les stocks ont été épuisés et qu'ils avaient tout payé. Mais expressement, j'ai demandé à un industriel, il m'a dit que vraiment, on peut venir constater. Rien n'a été enlevé. Et le constat, vous l'avez vu, vous et moi, nous tous, nous l'avons vu. Rien n'a été enlevé par le gouvernement. Donc, à la limite, ces industriels se retrouvent aujourd'hui à la croisée des chemins. Que faut-il faire? Et je vous dis, pendant que nous étions en train de mener ce plaidoyer, dans le même temps, une grosse quantité d'huile frauduleuse a été arrêtée à Bobo-Dioulasso et vous pouvez mener vos investigations. À la dernière minute, on aurait appris qu'il y a eu une intervention pour qu'on puisse mettre cette huile-là sur la place du marché. D'abord. Et cette huile n'a pas été testée. Je vous dis, vous pouvez mener vos investigations. C'est pour dire que la fraude va tuer inévitablement toutes nos industries. Et le gouvernement aussi, si le gouvernement ne prend pas des mesures courageuses, et ces mesures courageuses, nous l'avons dit, il faut fermer à un moment donné, même si c'est de façon conjoncturelle, comme l'autre l'a dit, ou à défaut, enlever les TVA sur l'une des parties. Les solutions existent donc. Il y a bel et bien des solutions pour pouvoir sortir de l'impasse. Tout est entre les mains du gouvernement. Il suffit qu'on se dise qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons envoyer des gens en chômage? Ou bien est-ce que nous voulons fermer nos industries? La question et toute la solution. C'est un secteur qui est libéral. Est-ce que justement la solution ne serait pas plutôt de demander à l'État effectivement de prendre à bras le corps la question donc de la fraude, de ces huiles qui rentrent de façon frauduleuse? Effectivement, peut-être une politique de protectionnisme pour permettre effectivement d'écouler cette mévente et après effectivement régler ces questions. Je pense que c'est une extrême nécessité aujourd'hui parce que pour toute personne qui suit ces éléments, comprend aisément le danger qu'il y a derrière. Donc il revient au gouvernement justement de prendre cette décision courageuse
pour aider et accompagner ces unités. Il y a les textes aussi sous-régionaux peut-être qui... Oui, mais si certains pays ont pu le faire, il y a eu quoi? Je vous dis, le texte, je l'ai vu au Sénégal. Le ministre du Commerce du Sénégal a pris cette décision. En Côte d'Ivoire, la décision a été prise. Ce n'est pas sur une longue durée. C'est juste permettre... Comment ça s'explique alors? Ou alors, ce sont ces importateurs aussi d'huile sont aussi puissants pour faire peut-être en sorte que... Certainement qu'ils ont des tentacules qui sont très solides, au point qu'il est difficile aujourd'hui comment pourrais-je dire, de les dissuader. Puisque aujourd'hui, la question est là-bas. L'autre vous a dit, pendant que celui qui rentre frauduleusement vend son huile à 8 000, et dans un contexte de cherté de la vie, les gens vont aller acheter, même si ce n'est pas de bonne qualité, ils vont aller acheter ce qui est moins cher. Conséquence, l'huile de bonne qualité n'est plus à la portée de nos populations. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est des problèmes de santé publique. Donc, autant d'éléments que nous devons prendre en compte et savoir qu'il y a nécessité de sauver ces industries. C'est une impérieuse nécessité, en tout cas, pour permettre à ces unités de continuer à exister, à créer des emplois pour les jeunes, surtout de Bobo-Dioulasso. Absolument. La question, en tout cas, reste entière. On espère que du côté du gouvernement, les choses vont bouger très rapidement parce que la menace, elle est réelle et elle est urgente, la solution qui doit venir. C'est des milliards qui sont stockés. Et aujourd'hui, le grave danger, même si aujourd'hui, on arrivait à les autoriser à écouler de la sorte, ils sont perdants. Parce qu'au niveau des banques, les agios sont montés sur les prêts et autres. Donc, autant d'éléments vraiment qui ne favorisent même pas ce secteur-là. Voilà. Donc, vivement que le gouvernement agisse et qu'il agisse le plus vite possible. Il faut donc sauver le secteur des huileries locales au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso. La suite de cette info, la corruption serait-elle en train de gagner du terrain au Burkina Faso? La réponse, c'est oui, et elle est de l'ASE, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Selon les rapports 2016 et 2017 de l'institution, les indicateurs sont en hausse en termes de dégradation de la lutte contre la corruption, qui prend donc de l'ampleur, la faute au manque de sanctions. Ce sont 3 rapports produits par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LC, qui ont été remis au président du Faso. Ce sont le rapport de synthèse de l'audit N-1 de la gestion 2017, celui de contrôle de 2017 et le rapport annuel d'activité 2017. Et il ressort de ces rapports une baisse des indicateurs en matière de lutte contre la corruption au Burkina Faso. Si nous avons constaté entre 2015 et 2016, une amélioration des indicateurs. Ces indicateurs sont repartis à la hausse en termes de dégradation. Pour l'ASE-LC, cette baisse des indicateurs s'explique par le manque de sanctions à l'encontre des auteurs de corruption. Et donc nous avons souligné un certain nombre de points qui nous semblent très importants. Le fait que les sanctions et la lutte contre l'impunité doivent être faite avec rigueur et énergie. Pour cela, il faut que les conseils de discipline au niveau des administrations et des ministères soient fonctionnels et nous avons insisté là-dessus. Nous avons insisté également sur les manuels de procédure parce que l'absence de manuel de procédure laisse la porte ouverte à une gestion informelle et nous avons insisté auprès du chef de l'État sur la nécessité que les recommandations soient mises en œuvre. Parce que ces rapports-là ont pour but d'avoir une mémoire et de pouvoir améliorer la gestion des deniers publics. Pour la mise en œuvre effective de ces recommandations, l'ASE-LC a suggéré au chef de l'État la tenue d'un cadre de rencontre semestriel pour évaluer leur application. Selon l'institution dirigée par Luc Marius Ibliga, la lutte contre la corruption va de pair avec celle contre l'insécurité. Tout fait de corruption pouvant favoriser un acte terroriste. Voilà. La corruption qui grimpe, Moussa Zerbo, mais la cause, c'est qu'il n'y a pas de sanctions.
c'est une triste réalité. L'impunité totale, ce que nous avons combattu dans ce pays, a gagné en galon. Une chose est de produire des rapports et de faire des constats. Mais l'autre chose, quelle action concrète nous posons pour pouvoir dissuader toute personne qui serait tentée de poser un acte de corruption. Les rapports sont rangés dans les tiroirs, malheureusement, et comme si de rien n'était, on circule. Donc, c'est pour vous dire que si vous allez dans des anciens rapports, il y a des personnes qui ont été nommément citées avec des montants clairement définis. Ces intéressés doivent ça à l'État, mais aucune poursuite. Donc, il y a manifestement une mauvaise volonté politique de pouvoir assainir justement le climat même de façon générale. La corruption aujourd'hui, c'est devenu comme un phénomène de mode qu'on entretient. Je dis cela d'autant plus que on n'a jamais appris dans ce pays que pour corruption, quelqu'un a été sanctionné. Et pourtant, il y a des lois en la matière. Qu'est-ce qui empêche véritablement la mise en application de ces lois-là? Lorsqu'on sait que le plus haut sommet, qui est la présidence du Faso, n'est même pas épargné de cette corruption. Comme on aime le dire, le poisson pourrit par la tête. Quand la tête est pourrie, il est difficile justement de pouvoir parler de sanctions à d'autres niveaux. C'est comme s'il y a du 2 poids 2 mesures dans ce pays. Une chose, on veut avoir des finances saines, et l'autre chose est là, on ne veut pas prendre des mesures énergiques pour pouvoir justement sanctionner tout contrevenant, en tout cas à la mise en œuvre de l'atteinte de ces objectifs. Et c'est une situation qui est de nature à encourager l'incivisme fiscal. On augmente, on en rajoute aux taxes, mais en même temps, quand le citoyen n'est pas sûr que les impôts qu'il va payer iront véritablement là où ça doit aller, comprenez que c'est difficile. C'est tout le problème, parce qu'il faut l'avouer, il y a ici que lorsque vous payez des taxes et que vous voyez des réalisations, mais il n'y a rien de tel. On est allé dans des pays voisins où lorsque vous arrivez dans le magasin d'un commerçant, son reçu, il l'encadre et il le met dans sa boutique. Et c'est une fierté pour lui de montrer qu'il est à jour de ses taxes. Vous dites? De ses impôts. De ses impôts. C'est une fierté. On est allé dans des pays où c'est comme ça. Le citoyen est content d'aller payer ses taxes parce qu'il voit ce qui est fait avec l'argent collecté. Parce qu'aujourd'hui, le montant n'est pas le plus important. C'est ce qu'on fait de l'argent qui est important. Vous prenez le cadre associatif simple. Lorsque vous êtes membre d'une association, même si on vous dit de cotiser 100 francs, et lorsque ces 100 francs sont bien gérés, chacun se mettra à jour. Mais lorsque vous ne savez même pas ce qu'on fait de votre argent, il est difficile de pouvoir cotiser. Ou bien lorsque vous voyez que cet argent est mal géré, est mal orienté, au lieu qu'on aille vers les secteurs du développement, les secteurs sociaux, c'est utilisé à d'autres fins. Il va de soi que les gens se rebutent et ils ne sont pas prêts à cotiser. C'est ça le drame. Et ces taxes tous azimuts là, moi je pense que ce n'est pas là la solution. La solution, on a de l'argent qui dort entre les mains de gens qui peuvent bien nous aider. Pourquoi accepter la corruption pendant qu'on sait que la destination finale de l'argent qui va être récolté, c'est pour construire le pays? Il y a vraiment nécessité que des sanctions tombent à la hauteur de ce qui est posé comme acte de corruption. Que les textes soient appliqués. En attendant, les rapports dorment dans les tiroirs, malheureusement. Malheureusement, c'est ça qui nous est donné à constater. Et on se demande avec ça, à quand le Burkina, à quand le développement du Burkina? Merci, honorable Moussa Zerbo, d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. Fin de ce 7 Info. Encore une fois, toute l'équipe du dimanche vous souhaite bonne et heureuse année 2019, stabilité, cohésion sociale, santé et bonheur dans vos familles. À dimanche prochain. Bonsoir.